propose, sans plus attendre, de passer la parole à nos invités. Alors, j'avais peut-être envie de... alors, peut-être un des premiers enseignements, alors qu'il faut qu'on vérifie, etc., mais Michel l'a un peu dit, un des premiers enseignements de l'expérimentation, c'était de voir, alors, je ne sais pas si c'est un risque, si c'est une réalité, si c'est quoi, de confrontation, d'opposition, de frottement entre, d'une part, la nécessité technologique, technique, financière, économique de la transition énergétique au niveau des outils à mettre en œuvre, des projets technologiques, techniques qui vont permettre de créer de l'énergie, de l'énergie renouvelable sur le territoire, etc. Donc il y a ce côté-là qui doit aller vite avec une masse financière importante, avec des moyens, avec des gens qui sont très qualifiés dans le domaine, qui vont vous permettre d'avancer. Et puis, à côté de ça, ce que Jean-François Caron appelait hier la méthode des petits pas, pour ceux qui étaient présents, c'est-à-dire le fait de dire qu'il n'y a pas de transition, en tous les cas c'est comme ça qu'il l'a présenté hier, il n'y a pas de transition écologique s'il n'y a pas mise en mouvement des gens qui vivent, qui agissent sur le territoire donné. Et ça prend du temps. Et ça prend du temps. Et ça se fait à tâtons, par tâtonnements successifs. Et c'est pour ça que je parle d'un espèce de choc qu'il peut y avoir, et voire de stratégies qui sont adoptées où on dit, bon, il faut qu'on avance vite, donc tant pis pour la participation, je caricature un peu, tant pis pour il y a un homme fort dans le territoire, ça permet d'avoir tout de suite des réalisations, etc. Et puis, un autre par tâtonnement successif. Il n'y a pas de modèle idéal. L'idée, c'est qu'on va voir comment ça se croise, ça se fertilise, etc. Voilà. Donc moi, je vais pas mal les interroger là-dessus. Alors comme Loos Angoël était une des vedettes d'hier, je vais proposer à Julien, que ce soit Julien qui démarre, et proposer à Julien Birlinger de déjà nous dire en quelques mots ce qu'est le territoire du pays Midi-Quercy, à la fois en positionnement géographique, vraiment en quelques mots, et puis quelques mots de l'histoire de prise en compte de la transition énergétique sur le territoire. Bon, Julien. je vais essayer d'être rapide. En parlant assez fort pour que tout le monde vous entende. En général, j'y arrive. C'est bon. Le pays Midi-Quercy, donc c'est l'est du Tarn-et-Garonne. Donc le Tarn-et-Garonne, c'est le département qui est connu parce que il a la forme de la main de Napoléon, apparemment. Et donc il a cette particularité justement d'être un département qui est composé de parties de plusieurs départements. Et ça se retrouve chez nous. On a une partie plutôt de côté plaine vers Montauban, qui est donc à l'ouest du territoire, et après une partie plutôt de Causse, Quercy, à l'est. Donc on n'a pas vraiment un territoire où il y a une unité géographique ni une unité de développement. Donc on a une partie qui est proche de Montauban avec une augmentation assez forte de la population, et une partie à l'est qui est vraiment très rurale avec plutôt de stagnation voire une baisse de population. Voilà pour le pays Midi-Quercy. Ceci dit, c'est 4 communautés de communes qui ont décidé, avec la loi sur les pays, de se regrouper et de former un syndicat mixte de pays dès le début, et qui maintenant est devenu un PETR. Et donc début des années 2000, pour situer. Voilà, 2003, ça a été créé. Donc il y a plutôt une volonté, le président du pays qui est resté de 2003 à 2014, M. Cambon, donc vraiment impulsé la dynamique sur le pays. On est quand même 16 agents pour un pays, pour ceux qui connaissent ce type de structure, c'est quand même, en tout cas en Midi-Pyrénées, c'est déjà pas mal. On était jusqu'à 20. Donc c'est quand même un pays assez important en termes de structure. Et du coup, pour ce qui est de ce qui nous intéresse, tout ce qui est transition, énergie, ça a commencé dès 2004 sur le territoire. Donc il y a eu des projets de chaufferie qui sont arrivés. Il y a eu un appui aussi, il y a eu une dynamique sur le bois énergie. Et quand l'ADEME a lancé son idée de soutenir 2 territoires en Midi-Pyrénées pour travailler sur la transition, faire des territoires qui travailleraient là-dessus, ont été retenus donc le Grand Toulouse et le pays Midi-Quercy. Donc on a eu un soutien très très fort de l'ADEME dès le début, financier, technique, et aussi de la région Midi-Pyrénées. Et donc en 2004, la première chaufferie bois est arrivée sur le territoire à Quélus, et en même temps des chaufferies chez les agriculteurs, des petites chaufferies automatiques au bois. Donc une prémisse de filière bois qui n'est toujours pas encore structurée comme il fallait, mais voilà, c'est pour vous dire, voilà, ça fait 11 ans qu'on commence à travailler là-dessus, et on est toujours en train d'améliorer, mais vraiment, c'est compliqué. Voilà, on n'est pas un territoire où, voilà, il y avait un élu qui était volontaire, mais
Il y avait aussi, bon, il n'y a pas que le plan climat, dans le planning d'Iquercy, il y a aussi beaucoup le côté culture et tourisme, patrimoine, et aussi l'énergie. Donc ceci a abouti en 2006-2009 à un plan énergie, donc avec un chargé de mission qui a été recruté là-dessus. Alors c'était vous, ça? Non, c'était pas moi. Une autre personne. Plutôt un profil très technique. Alors lui, il a réussi il y a eu 2 personnes d'ailleurs, à développer des chaufferies bois, notamment une grosse chaufferie d'1,2 MW, les prémices d'une plateforme, même si elle n'est pas sortie à ce moment-là, et il a initié la comptabilité énergétique dans les communes. Voilà. Donc on a eu un travail au début pour sensibiliser les élus, pour motiver tout le monde, et à la suite de cela, une partie des communes ont décidé de créer un CEP, et le territoire s'est lancé toujours grâce au soutien de l'ADEME, Midi-Pyrénées, conseiller en énergie partagée. Voilà, le CEP, c'est le conseiller en énergie partagée. Voilà, on a décidé, les élus ont décidé de créer ce conseiller en énergie partagée, alors toujours grâce à un soutien assez fort de l'ADEME. C'est toujours pareil, s'il n'y avait pas ce soutien, est-ce que ça se serait fait? Est-ce qu'on aurait eu 2 CEP dès le début? Voilà, c'est un peu compliqué à dire. Voilà, on ne peut pas dire que quand on parlait on dit voilà, on va aller faire la maîtrise de l'énergie, les gens ne se levaient pas pour applaudir. Hein, voilà. Donc, les gens étaient d'accord, ils voulaient bien tester. Il y a des communes qui se sont engagées sur 3 ans, qui ont fait le travail, qui ont arrêté d'adhérer. Donc voilà, on est dans un territoire où il faut travailler les gens au corps pour que des choses se fassent. Mais ceci dit, on a quand même fait pas mal de choses. Beaucoup. Il faut dire que les plans climat, c'est de l'argent qui est donné donc pour payer un technicien et aussi faire des actions, mais c'est pas des grosses actions financières. On ne va pas financer 80% d'une chaufferie. Enfin voilà, on met de l'animation, on finance des plans d'action de hauteur 25 000 euros pour essayer de mettre de l'huile dans les rouages pour que derrière les communes aillent solliciter des fonds plus importants pour installer des chaufferies, rénover leurs bâtiments et ainsi de suite. Et alors, on a mis en place, par exemple, des nuits de la thermographie, on a expérimenté la maison de l'emploi développement durable, comment travailler avec les artisans pour qu'ils travaillent en collaboration, pour qu'ils s'améliorent dans leurs pratiques et tout ça. Donc le CEP, on a travaillé sur le bois énergie, sur l'agriculture, enfin vraiment, sur aussi l'adaptation. Enfin vraiment, on a fait beaucoup de choses. Mais on ne va pas dire que ça sautait aux yeux que le pays Midi-Quercy, on n'est pas comme ici où il y a plein d'énergies renouvelables qui sortent. On a rénové un peu plus de maisons parce qu'on avait une OPH que la moyenne régionale, tout ça. Enfin, on n'est pas un territoire, on n'a pas 10 fois plus de chaufferies. On a augmenté notre production d'énergie renouvelable, mais on n'est pas dans des... Mais par contre, ça a commencé à cogiter. Il faut dire que à partir de 2014, en fait, le président n'est plus là. Mais du coup, bizarrement, ça a relancé une dynamique parce que on va dire peut-être le petit travers qu'il y avait à l'époque, c'est qu'on était beaucoup dans... on travaille beaucoup avec cet élu-là, mais on partageait peut-être pas assez avec les autres élus du territoire. Donc avec 2014 et le changement de présidence, là on s'est devenu dans un travail plus collaboratif avec les élus du territoire, et en même temps ça nous a permis toute cette expérience de pouvoir répondre et d'être retenu à TEPCL, donc les 500 000 euros, d'être retenu comme plateforme locale de l'habitat. On va bénéficier des nouveaux fonds de l'ADEME qui continuent toujours à nous aider via l'Ecotech, donc encore de l'argent pour maintenir l'animation. Et du coup, là, on a pu créer un réseau d'élus référents. Donc là, on est dans une phase plutôt dynamique. Bon, alors, je ne vais pas vous dire que demain, ça va être super et qu'on va tout casser, mais en tout cas, voilà, là, on est, je pense, mûr pour arriver, si tout se passe pour le mieux, arriver à réussir une partie, à lancer vraiment la transition. Et donc, par exemple, à créer peut-être une structure pour porter, comme ici une SEM, pour porter les énergies renouvelables. On a une plateforme de l'habitat, donc tous les habitants du territoire pourront bénéficier d'un accompagnement pour rénover leur logement. Ça, c'est aussi financé en grande partie par l'ADEME. Je propose qu'on passe pas en revue toutes les actions. On a voilà. Il y a pas mal d'actions. Et là, on est vraiment dessus. Mais par exemple, voilà, la phase de plan climat, de plan énergie, par exemple, on a travaillé sur l'adaptation. Je prends juste un exemple. Bon, ben voilà, c'est bien, on a fait, oui, il va faire plus chaud, voilà. Ben maintenant, on commence à se dire, on a fait des rénovations, on se rend compte que la rénovation, l'été, alors certes, l'hiver, on consomme plus rien, mais alors l'été, on cuit dans les bâtiments, quoi. Donc maintenant, on se dit, tiens, quand on va faire des préconisations d'amélioration, on va essayer de prendre en compte le changement climatique. Donc si j'essaye par rapport à la thématique qui nous intéresse maintenant, ce que vous avez dit, vous avez commencé par parler d'un homme, Jean Cambon, qui a une vision, c'est pour ceux qui ont assisté à la table ronde d'hier, cette idée, l'élu visionnaire
et les techniciens qui prennent ensuite en main les choses pour les mettre en œuvre. Donc on a un élu visionnaire, dont vous avez dit en même temps un petit peu, on va se le dire entre nous, qui était à la fois visionnaire mais qui était pas très partageux, on va dire. Voilà, c'est élu visionnaire qui fonce, hein, qui emmène pas forcément l'ensemble des élus du territoire avec lui, mais qui fonce et qui pose des actes. Hein, le premier élément. Le deuxième élément, Julien, en aparté, on lui a dit, insistez pas trop demain matin, mais on peut le dire, parce que il l'a pas dit du tout. Il dit finalement, on a eu une démarche assez opportuniste, nous autres. C'est-à-dire, sa manière de présenter les choses, c'est de dire, eh ben, finalement, il y avait un appel à projet, un appel à machin, un truc qu'on a présenté, etc. Et on est encore un peu dans cette dynamique-là. Vous dites que, hein, TEPCV, etc., on a quelque chose, mais il a évoqué le fait qu'il y a des choses qui changent. On y reviendra dans un second temps, après avoir entendu Julien, mais je voudrais reprendre les différents éléments qui ressortent. Donc, cette idée des appels à projets, on vérifiera tout à l'heure si finalement l'opportunisme, c'est une bêtise ou si c'est quelque chose qui permet d'enclencher. Bon, voilà. Il me semble que dans ce qu'on entend, il y a peut-être l'opportunisme, ce n'est pas que de l'opportunisme, c'est aussi quelque chose des opportunités, c'est-à-dire le fait de pouvoir avancer par opportunité. Le troisième élément qu'a évoqué Julien, c'est le fait de dire que sur son pays, le chargé de mission énergie, c'est une thématique parmi d'autres. Hein, il y a le tourisme, il y a l'agriculture, etc. Hein, et l'énergie, c'est une dynamique, c'est-à-dire que l'énergie est pas, en tous les cas jusqu'à récemment, n'est pas quelque chose qui est transversal et qui emmène tout le monde. Hein, c'est une chose que vous avez dit à demi-mot. Et la quatrième chose que je retiens, mais elle rejoint la première, c'est comment, enfin la seconde, c'est l'idée d'opportunisme et des opportunités. C'est finalement comment vous avez dit, toutes ces actions qu'on a mis en place, la plateforme, machin, ça a commencé à faire changer les mentalités. C'est-à-dire le fait d'amener d'argent public qui permet de faire des choses en matière de transition énergétique, en matière de transition écologique, ça permet de changer les mentalités des élus, voire des populations. Voilà. Et donc ça permet ça aide à mettre en mouvement. Voilà un petit peu ce que je retiens. Si ça vous convient, je propose que on passe à Los Angeles. Alors c'est un peu compliqué dans la mesure où il y avait hier le témoignage mais c'est vrai que sur un mise en mouvement de territoire, c'était quand même important de retravailler sur alors on est sur l'échelle communale, hein, donc c'est particulier, c'est 7000 habitants, Los Angeles, hein, mais on va essayer de creuser par rapport à ce qui s'est dit hier, mais peut-être vous allez présenter de toute façon le territoire et quelques éléments de la mise en mouvement pour les personnes qui étaient pas là hier, hein, et peut-être nous donner quelques clés de compréhension de ce qui fait la spécificité de la mise en mouvement sur l'os. On dit l'os ou on dit Los Angeles à chaque fois? On peut dire l'os. Mais il y a un Los les Lilles, donc Los Angeles, puisque... Il y a Los Angeles aussi. Ouais, voilà, donc Julien, hein, comme je l'ai dit... On est la ville la plus californienne du nord de la France. Il est directeur de cabinet d'une commune de 7000 habitants qui d'ailleurs, ça c'est quelque chose que vous avez vraiment en commun, c'est qui a fait le choix de l'ingénierie. Ouais. Hein, parce que c'est une commune qui a une ingénierie costaud. Et au démarrage, une ingénierie sur une dynamique culturelle. Mais bon, je vais y revenir. Donc Los Angeles, effectivement, c'est 7000 habitants et c'est surtout une ville qui est née par et pour le charbon. Puisqu'on a 150 ans d'exploitation du charbon sur ce territoire et 300 ans à l'échelle du bassin minier. Donc on est situé, pour vous représenter géographiquement, juste à côté de Lens, donc à une quarantaine de kilomètres au sud de l'île, dans une grande conurbation urbaine qui fait du coup près d'1 million d'habitants. Donc on est un petit Lilliputien au milieu de cette grande masse qui est un peu exceptionnelle en France puisque du coup on est hors système de politique de la ville par exemple, puisqu'on a les taux de pauvreté mais on n'a jamais la densité puisqu'on est étalé. Du coup on est un territoire rural et urbain puisqu'il y a une grande ceinture agricole à Los Angeles et en même temps une continuité urbaine entre toutes les villes du bassin minier qui s'imbriquent. C'est d'ailleurs très compliqué dès lors qu'on veut déposer des tracts ou des lettres dans les boîtes aux lettres, puisque forcément on est obligé des fois d'être sur Lens ou sur Liévin, on ne sait pas, même nous des fois on se pose la question de la compétence au niveau d'une rue, il y a un trottoir qui est à Liévin et puis un trottoir qui est à Los Angeles. Donc c'est un territoire un peu particulier qui a été donc très marqué par l'industrie minière. Certains parlent de colonisation industrielle parce qu'on a vraiment séparé des concessions et du coup on s'est approprié le territoire et le territoire appartenait aux compagnies de mines. Donc, si vous voulez, les houillères contrôlaient la vie des habitants du berceau à la tombe. Elles possédaient à peu près tout, si ce n'est la mairie et si ce n'est le cimetière. Mais tout le reste, les écoles, les hôpitaux,
les écoles de musique, les clubs de sport, tout ça appartenait aux compagnies de mines. Donc on est issu du paternalisme où en gros on demandait aux gens de bosser, tout simplement, descendre à la mine, descendre au fond, et puis de ne pas s'occuper du reste. Il y avait même un contrôle social des loisirs, puisqu'on obligeait les gens à faire leur jardin, parce que le temps qu'ils passaient à jardiner, ils ne le passaient pas à l'estaminer, et du coup il n'y avait pas de révolution derrière, quoi. Avec du coup un système urbain aussi très symbolique, puisque on a c'est des cités minières, des corons, hein, avec du coup une capacité pour les pouvoirs publics, la police, de rentrer très facilement et de quadriller très vite le territoire. On avait certaines cités minières qui étaient aussi fermées, encadrées, grillagées parfois pour éviter du coup les contagions révolutionnaires. Enfin, voilà, moi je le découvre. J'en suis issu du côté de ma mère. Ma mère a tout fait pour partir du bassin minier dès lors qu'elle a eu le bac en poche. Donc c'est un peu rigolo. Moi j'ai grandi en Touraine et le hasard a fait qu'après un grand voyage à vélo à travers l'Afrique sur la thématique de la résilience, Jean-François Caron m'a demandé de venir le rejoindre pour travailler avec lui. Donc on est sur un territoire qui est entré en résilience dans les années 70 et qu'il l'a fait d'abord par mon choix. C'est-à-dire qu'on était dos au mur et il n'y avait pas d'autre solution que d'imaginer un autre futur, puisque de toute façon, la mono-industrie, la seule usine qui employait la population, fermait. Donc il fallait trouver autre chose. Et donc on s'est mis en trajectoire. Et ça, c'est un terme, je pense, très important sur la mise en mouvement, la mise en résilience. C'est du coup d'être en capacité de définir une vision, un sens, mais surtout de le faire partager. Et pour le faire partager, il faut partir du socle de ce qu'on est, du patrimoine, de l'identité, finalement, de ce qui fait la spécificité du territoire dans lequel on évolue, dans lequel on habite, dans lequel on vit. Et ça a commencé en 77 par une petite équipe qui entourait Marcel Caron. Marcel Caron, c'est le père de Jean-François Caron. C'est une histoire de famille, hein, la mairie de Los Angeles. C'est une histoire de famille, en plus, au-delà des années 70, hein, on retrouve des Carons, une famille. Jean-François est issu d'une généalogie. Il aime beaucoup citer son arrière-grand-père, je crois, qui était garde du corps de Léon Blum. Il y a une histoire d'une vie syndicale, une vie politique très ancrée chez lui. Donc Marcel Caron, en 77, n'est pas encore maire, mais à l'occasion de la création du plan d'occupation des sols qui va arriver, tourne un film avec quelques amis qui s'appelle Los Angeles, hier, aujourd'hui, demain. On est en Super 8 sonore, hein, caméra vidéo, et il y a des projections du coup qui sont organisées dans la ville pour impliquer les Lossois dans la compréhension de ce qu'était Los Angeles, donc le charbon, ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire la fin du charbon, je parle dans les années 70, et ce qu'on pourrait être demain. Et à l'époque, on ne sait pas vraiment se projeter. Marcel Caron était élu maire à ce moment-là, et du coup, c'est la première bribe, le prémisse, on va dire, de cette recherche de mise en trajectoire et de cette mise en récit. Puisque pour se mettre en trajectoire, il faut aussi se raconter son histoire. Pour se la raconter, il faut travailler la mémoire. Donc, je vais brosser peut-être là à grands traits cette histoire de résilience de Los Angeles. Dans les années 70, c'est le choc, c'est la crise. Alors, un grand trait. À grands traits. On ne sait pas ce qu'on devient. Dans les années 80, il y a cette histoire de mise en récit. Donc, il y a un livre qui est produit par un groupe d'habitants, Marcel Caron étant maire et facilitant du coup la publication de ce bouquin. Il est par ailleurs président d'une SCOP, qui est une imprimerie, et donc il imprime le bouquin. Et ce livre s'appelle donc Los Angeles à la recherche de son passé. Et c'est vraiment l'idée d'aller chercher dans le passé les fondements de ce qui fait que Los Angeles est aujourd'hui là où elle est et être en mesure peut-être d'éclairer l'avenir. Donc ça, c'est les années 80. 2 ans après, donc en 84, Marcel Caron monte une dynamique culturelle qui s'appelle les Goéliades. Donc c'est un festival culturel local qui vise à valoriser le patrimoine culturel de la population et surtout de battre en brèche l'idée dominante à l'époque de dire qu'il faut faire table rase de la mine. Parce que c'est la fin du charbon, parce que c'est trop difficile, parce que le deuil est trop douloureux. Et donc, lui, à l'inverse, considère que ce patrimoine-là constitue un élément fondateur sur lequel on peut s'appuyer pour se projeter. Et donc, ces Goéliades organisent par exemple des grands spectacles participatifs, vivants, où on met en place du coup des sons et lumières avec des habitants acteurs. C'est la première démarche d'implication des Lossois qui du coup jouent leur propre rôle et dans un spectacle qui raconte l'histoire de la ville.
Donc ça, c'est important en termes d'implication, de compréhension, d'éducation populaire de là où on en est. Les Goéliades existent donc depuis 30 ans. Elles ont été créées en 84. Chaque printemps, on a les Goéliades et toujours des spectacles participatifs qui racontent l'histoire de la ville. En 2013, ça parlait des voisins, des voisines et de la relation de voisinage. Voilà. Bon. Mais du coup, il y a cette continuité. Dans les années 90, fin des années 80, Jean-François Caron monte la chaîne des terris. C'est une association qui vise, elle aussi, à valoriser le patrimoine minier, mais avec un autre angle. On n'est plus sous l'angle de la culture et de la démarche artistique et patrimoniale culturelle. On est sur l'angle de l'environnement, puisqu'il considère, avec quelques autres copains, sur les terris, ces grandes montagnes de charbon là, faites à main d'homme, qu'en fait, c'est pas des décharges, c'est pas moche, parce que c'était l'idée dominante, c'était sale, c'était noir, c'était... En fait, non, ça abrite des oiseaux rares, ça abrite des plantes, ça abrite des choses précieuses qu'il faut préserver. Et donc, il y a un combat qui est lancé avec cette chaîne des terris, cette association, pour préserver l'ensemble des terris. Et donc, en 92, il y a une charte qui est signée avec l'État où on sauve les terris qui devaient normalement être exploités pour faire du macadam, pour faire du remblai. On sauve une partie des terris et on commence à les classer en fonction des terris monuments, terris loisirs, terris, et on fait du parapente dessus. Et il y a les premiers emplois de guide nature, guide touristique qui se créent. On est en 92, Jean-François est élu à ce moment-là conseiller régional, donc dans la dynamique de Marie-Christine Blandin, qui est la première présidente écolo d'une région en France. Et donc il a l'occasion à ce moment-là... Pardon ? Moi je dis et la seule. Et la seule. Première pour l'instant. Non mais... Du coup, voilà, donc il est élu conseiller régional. Il est élu conseiller régional. Il a l'occasion de mener du coup, je l'ai resserré, des premières démarches d'implication des acteurs du bassin minier. Il lance les assises du bassin minier pour faire un diagnostic social, environnemental de ce qui se passe à l'échelle du territoire. Et ce qu'il met en place à l'échelle régionale, il le met aussi en place à l'échelle locale dans sa ville. À partir de 95, il est élu donc sur la liste de son père, Marcel Caron. Il prend en charge la révision du plan d'occupation des sols. Et c'est là, je pense, ce qui nous intéresse aujourd'hui. On en a un peu parlé hier. Il met en place cette dynamique d'implication des habitants pour définir un projet de ville. Ça met 5 ans. On aboutit en 2000 à ce qu'on appelle la charte du cadre de vie. Donc après des questionnaires envoyés à la population, après des ateliers de travail, l'implication d'experts, de sociologues, d'urbanistes pour aider à qualifier les besoins qui émergent de ces groupes de parole. Et en 2000, donc cette charte du cadre de vie définit les grandes priorités d'action publique de la mairie de Los-Angeles. On ne parle pas de transition énergétique, on parle d'énergie renouvelable déjà à l'époque. On parle de changement, on parle de récupération de l'eau de pluie, on parle de qualification des espaces verts. Bref, on parle d'un nouveau projet de ville global, systémique, qui vise à en fait changer la trajectoire de cette ville qui venait du non durable et qui essaye du coup d'inventer un autre futur. 2001, Jean-François est élu maire et donc il applique cette charte du cadre de vie à l'ensemble de la politique publique communale. Il change l'organigramme, un nouveau DGS arrive, il y a un mode projet qui se met en place dans la commune, des premiers résultats qui arrivent. Et puis, il a toujours cette casquette régionale. Donc ça, je pense que pour comprendre l'histoire de l'os, c'est ce jeu d'échelle qui est très important. En tant que conseiller régional, il se rend bien compte que si on demande à ceux qui font l'économie, aux entreprises, aux industriels de s'intéresser à l'environnement, il y a aussi besoin que les environnementalistes, les écolos s'intéressent à l'économie. Et donc, ils montent 2 structures de rang régional qui s'appellent le CERD, le Centre de ressources du développement durable, pour outiller les acteurs publics, régionaux sur ces questions. À l'époque, on ne sait pas trop ce que c'est que le DD. Donc voilà, essayer d'outiller un peu là-dessus. Et puis le CD2E, création-développement des éco-entreprises. Et l'idée, c'est de dire qu'on va développer des boîtes, des startups qui travaillent la question environnementale, mais pour développer du business derrière, enfin du développement économique. Et du coup, en 2008, Jean-François, et là je termine, est réélu du coup à 82,1%. Donc il y a un plébiscite local à Los Angeles, et tout d'un coup ça devient un phénomène médiatique, puisqu'il y a un écolo, Pays des Gueules Noires, qui détonne complètement dans le paysage politique du territoire qui est normalement rose, rouge, PS, communiste, mais pour vous voulez des éléments de contexte, aujourd'hui on est quand même à 40% de vote FN, et avec un risque très prégnant de prise en main de la région par le Front National. Bref, c'est un peu une exception, et du coup, en 2012, le bassin minier est classé au patrimoine mondial à l'UNESCO. Donc, c'est un peu une revanche sur l'histoire.
avec une continuité de cette démarche culturelle qui avait été initiée dans les années 80. Et en 2015, Loos-en-Gohelle est labellisé, en 2014, laboratoire ville durable par l'ADEME pour sa dimension sociétale, parce qu'au cœur du projet, il y a la responsabilisation et l'implication des habitants, dont on aura l'occasion de parler un peu plus tout à l'heure. Oui, merci. Alors pour vous avez compris qu'on a fait le choix de passer un peu de temps sur cette idée de mise en mouvement qui n'est pas écologique, vous l'avez compris au départ. Hein, c'est vraiment ne pas tourner le dos à son passé et réapproprier son passé pour construire son avenir. Hein, et que finalement, assez naturellement, la question environnementale, la question écologique, la question de la transition écologique, elle va s'inscrire dans cette manière de faire. Alors je voudrais citer, pour mettre un peu en lumière ce que vient de raconter Julien, je voudrais citer son maire hier, hein, qui disait que la transition énergétique, c'était à la fois une question stratégique, une question opérationnelle, et, ajoutait-il, une question impliquante et une question symbolique. On aura compris par cette j'allais dire, c'est la question de la petite histoire par rapport à la transition énergétique, mais qui fait partie de la grande histoire du territoire, que c'est au moins cette idée de l'impliquant et de l'opérationnel, et du symbolique, et peut-être aussi important. Et puis il dit également la question de la transition énergétique n'est pas qu'une question technologique, c'est aussi un enjeu humain, une question humaine. J'ai pas les termes exacts, mais voilà, hein, c'est un peu illustré de cette manière-là. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur les deux témoignages? Sinon, on prend encore 5 minutes pour leur reposer une question sur, notamment à tous les deux, hein, sur la question de la... est-ce que les uns ou les autres, vous avez une question sur cette mise en mouvement de ces deux territoires-là? Ou oui. Alors peut-être je vous demandais de vous présenter. Oui. Donc Dominique Douc, comité de communes du Clunisois. Est-ce que vous avez dans un cas une continuité politique claire, puisqu'il y avait même une histoire familiale, est-ce que dans votre cas c'était une continuité politique également entre le fondateur et la transition? Ah oui, alors c'est intéressant, oui. Justement, c'est bien. Alors je vais voir s'il y a une autre question, parce que c'était vraiment, ça correspond à la question que je voulais lui poser pour montrer. Je vais commencer. Je vais proposer à Julien sur la partie, puis Julien donnera son regard du point de vue de Loos-en-Gohelle. Alors effectivement sur ces deux aspects-là, sur ce qui se passe effectivement en 2014, hein, avec il y a une rupture, hein, en tous les cas en termes de Jean Cambon ne fait pas le choix de quitter la scène politique. Voilà, il est battu dans sa commune. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la rupture. Hein, mais de voir comment cette rupture induit quand même, est-ce que ça induit une forme de continuité et en même temps de renouvellement, voilà, c'est intéressant que vous explicitiez ça parce que, hein, et puis, est-ce qu'on est dans un territoire finalement que d'opportunisme et est-ce qu'il y a une vision? Voilà. Alors c'est le premier, mais je vous ai, à vrai dire, j'ai fait l'écoute territoriale sur son territoire, donc alors, je pourrais compléter. Déjà nous c'est beaucoup moins long, hein, parce que le pays c'est déjà beaucoup plus récent, c'est 2000, enfin, ça passe enfin voilà, c'est des territoires beaucoup plus petits. C'est pas les années 70. Après, je sais pas, quand on parle souvent des territoires à énergie positive, bon ici c'est exceptionnel, quoi, un territoire qui bénéficie de je sais pas combien d'hectares d'un seul coup et voilà, il le met dans les énergies renouvelables, c'est sûr que ça booste d'un seul coup un territoire. Pas tous les territoires qui peuvent bénéficier d'autant d'hectares, voilà. Vous prenez le Menet, c'est 6 000 habitants, donc nous c'est 50 000 habitants. Donc pour mettre 50 élus d'accord, voilà, c'est quand même plus compliqué qu'une commune de 7 000 habitants. Il faut remettre les choses à leur juste place pour comprendre où on est. Bon, après, c'est une opportunité. C'est sûr que c'est l'ADEME qui propose à des territoires de y aller, et on a un président très volontaire et qui a recruté les personnes qu'il fallait pour répondre à ça. Et donc, du coup, on est suivi. Mais je veux dire, si on était juste de l'opportunisme, si on faisait rien, c'est de l'argent qu'on attend que ça se passe, on n'aurait pas été retenu à la fin, comme plateforme de l'habitat, comme TEPOS et compagnie. Donc il y a quand même des choses qui se font. Mais alors après de dire est-ce que c'est une stratégie travaillée, c'est-à-dire que ça avance avec le temps. Je veux dire, au début les élus ils disaient bon bah l'énergie oui pourquoi pas. Et bien aujourd'hui voilà, quand on parle d'énergie, mon président qui était peut-être pas, le nouveau président qui était peut-être pas au début, il avait quand même une chaufferie bois, donc s'intéressait au sujet, mais c'est compliqué le bois. Il pourrait vous parler 3 heures de comment c'est difficile de gérer, d'approvisionner, les problèmes techniques. Quand il en a mis en 2004, c'est pas non plus facile toujours les énergies renouvelables. C'était la première, donc il a. Mais aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on se dit voilà, les énergies renouvelables,
c'est une opportunité, ne serait-ce que pour les communes doivent s'investir là-dedans parce que c'est de l'argent. Le revenu des communes va diminuer, donc il faut qu'on s'investisse là-dedans, il faut qu'on maîtrise. On se rend bien compte que si on laisse faire le marché, on a la guerre dans les campagnes. Il y a la moindre usine de méthanisation, il y a des levées de boucliers, c'est pas possible. Alors l'éolien, le nombre de conseils municipaux bloqués par les anti-éoliens, tout ça, aujourd'hui l'énergie on doit s'en occuper et ça fait consensus. Quand même les élus se disent les énergies renouvelables, rénover les bâtiments publics, tout le monde est d'accord. Alors on le fait, il faut s'organiser, il faut se faire. Après, toute la question philosophique de dire transition énergétique, donc il faut consommer différemment, il faut vivre différemment. Il y a plein des milliards de questions. Vous pouvez lire une bibliothèque entière sur le sujet et vous faire votre opinion. Là, c'est comme partout, quoi. Il y a des gens qui sont d'accord. La moyenne d'âge des élus fait que les années 2050, voilà. Il y a ça aussi. Moi, à chaque fois qu'on parle de 2050, j'entends toujours. Oui, nous, 2050, voilà. Bon. Non, mais quand on voit, on n'est pas embêté par les vingtenaires dans les conseils municipaux. Hein. Faut pas non plus, moi, je pense que j'entends le mouvement dans la salle. Je pense que ce qui est très intéressant aussi dans le témoignage de Julien, c'est que c'est la réalité. Enfin, c'est un bout des réalités d'une majorité des territoires. Hein, et donc, mais on fait des choses. Ce qui est intéressant, c'est comment, dans ce contexte qui est finalement un contexte banal, c'est un contexte relativement banal, comment il y a une mise en mouvement. Et moi, je compléterai votre propos, Julien, sur deux choses, parce que c'est vrai, quand on est observateur extérieur, qu'on passe 2 jours, on n'a pas encore eu le temps de restituer chez eux, hein, mais on a discuté rapidement hier. Je disais que moi, j'avais un regard des fois plus optimiste que Julien, qui, il mouille sa chemise, il se dit ça avance pas assez vite, etc. Et j'avais envie de donner 2 éléments complémentaires à ce que Julien vient de dire. C'est sur cette question de la rupture et de la continuité sur au niveau politique. Christian Marc, aujourd'hui président du pays, était pas du tout destiné à ça, j'allais dire, quelques années plus tôt. Simplement, à un moment donné, se croise le fait qu'il a eu la première chaufferie bois, qu'il a un CPIE sur sa commune, sur sa petite commune. Oui. Il a un CPIE, donc il est intéressé, dont il a été président. Et donc il est intéressé sur ces questions d'initiative pour l'environnement, d'éducation à l'environnement. Hein. Et à un moment donné, la chute de Cambon aurait pu, excusez-moi, je parle de la chute, on est entre nous, enfin c'est enregistré, mais bon, aurait pu entraîner la chute du projet complète. Hein. Et Christian Maffre, moi j'ai lu, avant de venir chez eux, j'ai regardé ce qui s'était dit à l'époque, pour savoir comment c'est, a fait un discours quand il a pris la présidence. Je ne serai pas en opposition avec ce qu'il fait, mais dans la continuité de ce qui s'est fait avant. Et je reprends à mon compte. Et il y a ajouté, c'est ça qui est intéressant, dans l'évolution de la gouvernance, il y a ajouté, je ne le ferai pas seul. C'est sûr que Cambon avait une... Et il l'a mis de manière beaucoup plus participative au niveau des élus et de l'implication des vice-présidents du territoire. Donc on a une gouvernance qui a évolué de ce fait-là. Donc vous voyez, moi j'insiste un peu là-dessus, sur ce côté, on a semé des graines avec peut-être de l'opportunité, mais au final ça produit quelque chose qui grandit. Voilà. Donc c'est la première chose que je voulais dire. Et la seconde, c'était citer Tchoke par rapport à passer de l'opportunité. J'ai lu dans quelque chose, j'ai trouvé sur Internet, Tchoke étant Tchoke, qui est le vice-président en charge du plan climat. Il dit, il faut qu'on change nos mécanismes de pensée pour mieux changer ensuite nos actions. Donc il est vraiment dans cette idée-là. Et puis, il dit, si on veut devenir un acteur responsable du développement de la collectivité, il faut qu'on fasse l'analyse et la synthèse. Voilà. Donc il est vraiment dans une approche de faire la synthèse de ce qui s'est fait avant pour mieux avancer aujourd'hui. Et puis, voilà. il y a aussi... Donc c'est pour répondre sur les deux. C'est cette idée, en préparant avec Michel et Vincent, on se disait c'est important de donner à voir qu'il n'y a pas de modèle idéal, que dans les mises en mouvement, les choses se passent simplement. Est-ce qu'on peut repérer des choses qui vont être des facteurs des clés de réussite? Et j'ajouterais quelque chose, c'est pas une évolution linéaire aussi. C'est pas on part de zéro, puis on monte, et puis tout va bien. Ça monte, après, c'est comme les énergies renouvelables. Il y a une loi qui dit, le solaire, c'est fabriqué en Chine, on arrête, ça tombe. Par contre, et voilà, donc c'est vrai qu'on est dans un monde très fluctuant. Le biogaz, c'est intéressant, puis il suffit qu'il y ait des gens contre, hop, ça redescend. Enfin, c'est compliqué, quoi. Par contre, il y a un truc de sûr, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut remercier quand même l'ADEME, là, sur le coup, donc Emmanuel David, qui est la personne, c'est d'avoir une continuité. Qui est présent, vous pouvez le saluer, voilà, il est présent. Mais qu'il y a une continuité dans l'aide apportée à un territoire. C'est-à-dire, on n'aide pas un territoire une fois, parce que si on veut des territoires pilotes, il faut quand même qu'il y ait une continuité. Et là, il faut reconnaître que sur ce point-là, un partenariat dans la durée. a fait un choix stratégique sur quelques territoires,
qui continuent à aider, ils continuent les autres, hein, avec différents types d'aides. Et ça, franchement, en tout cas en Midi-Pyrénées, je trouve que c'est quand même une très bonne chose parce que c'est sûr que le contexte réglementaire, les fluctuations des fois des politiques publiques, fait que c'est quand même pas toujours facile et c'est bien d'avoir au moins un organisme qui nous aide, qui est pérenne et constant dans l'aide. Voilà. Alors voilà, vous abordez par ce biais-là la troisième thématique, et on a parlé pas mal de gouvernance jusque-là et de mise en mouvement au sens de la participation. La question des coopérations et les coopérations avec les partenaires dans la durée, c'est un facteur important, pas toujours facile à obtenir. Et moi, Julien, vous vouliez sans doute dire quelque chose, mais moi, je souhaitais que vous sur cette question des coopérations, et de voir comment au niveau technique, le choix, hein, vous l'avez dit incidemment, mais ça me paraît important que vous réexpliquiez comment Jean-François Caron, nouvellement élu maire, dit « moi je réorganise les services ». Je pense que cet aspect-là des choses me paraît important dans la mise en mouvement. Voilà. Et vous souhaitez peut-être... Et le tout en 3 minutes, sans 30 peut-être. Ok, bon, je vais reprendre votre question du coup directement, enfin ta question. Sur l'organisation des services, effectivement, il y avait continuité et rupture en même temps quand Jean-François Caron prend la place de maire dans la commune, puisqu'il n'a pas le même programme que son père avant lui, il n'a pas la même façon de voir les choses, même s'il y a quand même une continuité dans une vision globale de responsabilisation et de sortie de la crise du territoire. Du coup, le DGS habituel, qui était plutôt un DGS classique, gestionnaire, voilà, routinier, a été mis du coup de côté, et on a fait venir un DGS qui était lui plutôt capable de sortir du mode projet, avec une directrice de cabinet à l'époque qui s'occupait effectivement aussi de ces questions de transition. Mais à l'époque, la question de la transition, elle n'est pas diffusée dans les services. Donc c'était un combat aussi au quotidien pour arriver à faire imposer cette idée. Et en fait, c'est le cheval de Troie, ça a été de mettre au cœur du projet politique l'implication des habitants, c'est-à-dire information, concertation, coproduction. On ne fera rien sans mettre les habitants dans le coup. Si on fait une rue, on demande aux riverains leur avis et on les aide à s'impliquer dans le projet. Si les jeunes veulent un skatepark, on ne va pas faire un skatepark pour eux, on va le faire avec eux. Si des gens se plaignent de la qualité de vie dans leur rue, eh ben on va leur proposer un dispositif 50-50 qui est de dire on peut vous donner des graines, on peut vous mettre les bacs à disposition, mais vous arrosez et vous entretenez. Voilà, cette démarche-là du coup de coproduction, elle a été au cœur de ce qu'a mis en place Jean-François Caron. Et du coup, ça a bousculé les services, parce que ça change la donne. On ne peut pas faire une réunion publique à 14h l'après-midi, ça ne marche pas. Il faut le faire à 18h quand les gens ils rentrent du boulot. Donc, le temps de travail du technicien, il bouge. Ça fait bouger aussi les élus, les adjoints, qui ont en charge tel ou tel aspect de la politique globale, puisque du coup, ils sont obligés de se confronter à la population. Et du coup, il y a un savoir-être qui apparaît. On ne peut pas être l'élu descendant qui décide, on doit devenir l'animateur, le facilitateur de l'action publique. Et donc, ça change la donne. Et du coup, cette question de la coopération, on peut la retrouver donc au sein des techniciens, puisque tout d'un coup, une réunion publique, c'est des aspects transversaux qui apparaissent. On peut parler d'une rue, mais la rue va déborder sur le plan paysager, qui va déborder sur la question des lampadaires, qui va déborder sur la question de la sécurité routière. Donc, il y a une obligation à travailler en transversalité et donc à s'organiser en mode projet. Et donc, c'est comme ça qu'est apparue un peu une équipe transversale au sein de la mairie. Et un exemple tout bête, on n'a pas de chargé de mission démocratie participative, comme c'est le cas régulièrement dans les collectivités. Tous autant qu'on est, on fait de la démocratie participative. D'ailleurs, on ne parle pas de démocratie participative, on parle d'implication, puisque il ne s'agit pas juste de réunir les gens dans une salle et leur demander ce qu'ils veulent. Il s'agit de les mettre en posture là où ils sont, là où ils en sont, qui ils sont, et à partir de là, de les amener vers l'intérêt général. Et du coup, ce qui renforce derrière la délibération de l'élu, le rôle de la démocratie représentative. Et finalement, on voit que avoir une démocratie locale XXL qui permet du coup de laisser place aux initiatives, ça renforce aussi la démocratie représentative classique traditionnelle. Autre aspect de la coopération, c'est la coopération interscalaire entre les échelles. C'est essentiel. Le territoire devient l'acteur pivot du XXIe siècle. On est obligé aujourd'hui de penser l'action du territoire, la territorialisation de l'économie, la question de la transition énergétique qui est une question de territoire. Bref, vous parliez de creuser dans la présentation de l'UNADEL, c'est l'acteur central. Du coup, un territoire, il est composé comme un écosystème vivant de plusieurs entités. Il y a la société civile, mais il y a aussi des institutions. Losangoël fait partie d'une communauté d'agglos et fait partie d'une région. Et du coup, comment on travaille ces questions de coopération? Et en fait, on se rend compte. Alors,
Losangoë, on est rentré dedans, dans cette question de la coopération au travail, par les enjeux de santé au travail. Parce qu'en fait, un maire visionnaire comme on peut avoir, titille la subjectivité et l'engagement de chacun. On peut dire qu'on est une commune militante. C'est pas un critère d'embauche, mais il faut quand même être dans un état d'esprit. On a envie de faire bouger les choses pour se sentir bien, on va dire, dans cet écosystème institutionnel. Et du coup, ça peut créer des limites. J'ai dépassé les 3 minutes. Il y a encore 30 secondes. Ça peut du coup, enfin voilà, les gens peuvent aller au-delà de ce qu'ils raisonnablement pourraient faire, et du coup ça crée des situations de burn-out, de tension. Et donc comment on crée des dispositifs à l'intérieur de l'administration et à l'intérieur aussi du conseil municipal, des dispositifs institutionnels institués, des temps, des espaces dans lesquels le conflit a sa place, dans lesquels on peut se taper un peu dessus, mais justement pour faire apparaître la coopération, parce que la coopération c'est pas un supplément d'âme, une question de posture. Si les gens veulent pas coopérer, ils ne coopéreront pas. S'ils le veulent, ils peuvent ne pas coopérer non plus si les espaces ne sont pas prévus pour. Et donc tout l'enjeu consiste à parler de bien-être au travail, de coopération au travail, de coopération entre les institutions elles-mêmes. Quand on est maire d'une commune, comment on coopère avec le président de l'agglo et quels sont les espaces pour le faire. Et du coup, ça réinterroge notre manière même de travailler. Et en fait, on est accompagné par un bureau d'études qui, par cette entrée du travail, débouche sur la question des nouveaux modèles économiques. Puisqu'on ne changera pas l'économie, on ne changera pas la manière dont le système économique fonctionne si on ne change pas notre regard et notre manière de travailler. Voilà, merci de cette ouverture sur la coopération comme processus et non pas comme fait. On va coopérer, hein, mais comme qui est tout à fait intéressant. Et puis ce système de réorganisation, je vous propose